nationale, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les membres de l'équipe de direction de l'Institut, chers collègues, mesdames et messieurs, chacune et chacun en vos titres, fonctions, grades et qualités pour ainsi espérer n'oublier personne. Donc au nom de l'équipe de direction de l'Institut, c'est pour moi vraiment un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous accueillir au nom de toute l'équipe de direction au sein de notre Institut à l'occasion de cette grande consultation et du projet L'école dont nous rêvons, qui est organisée, cette consultation, par l'Institut de France et l'Académie des sciences. Et localement, l'événement est piloté par la Maison pour la science de l'INSPE de l'Académie de Lille et la direction culture de l'Université de Lille. Je salue notamment Albine Courdan, qui est directrice de la Maison pour la Science, et Benoît Blanc, directeur culture de l'Université de Lille. Et je tenais également, au nom de l'ensemble des équipes impliquées, à remercier bien sûr l'ensemble des collègues qui ont bien voulu consacrer de leur temps pour faire en sorte que cet événement puisse s'organiser dans les meilleures conditions possibles, et je ne doute pas que l'objectif sera réussi. Alors, après ce temps introductif et liminaire des prises de parole, nous aurons à partir de 18h15 quelques initiatives inspirantes dont il vous sera rendu compte au travers de différentes prises de parole. Thibaut Cuen interviendra en tant que membre de l'association pour l'enseignement de l'EPS, une EPS de qualité porteuse de valeurs et de liens. Emmanuel Auchard, coordinateur CASNAV, interviendra sur la thématique du plurilinguisme, un levier éducatif au service de la communauté scolaire. Nathalie Yayaten, proviseure en lycée professionnel, interviendra sur la thématique de l'établissement comme acteur du développement personnel et professionnel des élèves. Madame Marie Verquin, pour ATD Carmonde, école, famille, quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants. Caroline Dezombre, qui est ici à l'INSPE en tant qu'enseignante-chercheuse, nous parlera du PIA3 au travers du développement de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers par la coordination fine entre les domaines scolaires et médico-social. Et Philippe Poisson, je crois, est excusé, mais une collègue, bien sûr, est présente au nom de l'Institut de formation des musiciens intervenants sur une thématique « Faire construire par les élèves et les enfants une culture artistique grâce à la collaboration des musiciens enseignants musiciens ». Ensuite, à 18h40, nous parviendrons, je n'en doute pas, à tenir le timing. Des ateliers sont organisés en travaux de groupe avec différents axes. Un premier axe, école, collège, des structures, des personnes, des réseaux en territoire. Un deuxième axe, professeur, un métier de lien. Quel métier demain, quel accompagnement et quelles ressources. Enfin, un troisième atelier, cultiver des ambitions pour les élèves, prendre en compte leur diversité, développer leurs compétences, susciter leur curiosité. Je pense qu'Albine, tout à l'heure, reprécisera les salles dans lesquelles se tiendront ces ateliers. Ces ateliers dureront 1 heure, nous nous retrouverons en amphi et madame, vous réaliserez une synthèse de l'ensemble des ateliers ou de la consultation, peut-être au sens large. Donc, bien sûr, vous interviendrez juste après moi et vous nous présenterez la démarche qui préside à l'ensemble de cette réunion. Je voudrais très rapidement, et pour ma part, revenir sur l'intérêt de la démarche prospective pour penser l'école en tant qu'institution centrale de notre République. En tout cas, c'est la manière dont j'ai lu l'intitulé de la consultation à l'initiative de laquelle vous êtes. En effet, on peut à ce stade considérer que les réflexions sur l'école sont multiples et nombreuses, appréhendées tantôt par des chercheurs impliqués, tantôt par des femmes et des hommes politiques, tantôt aussi par des observateurs n'ayant pas toujours de bonnes intentions. Force est de le constater. Un espace de réflexion comme celui-ci, dans cette institution, nous laisse la possibilité d'envisager le champ des possibles pour la construction future de l'école de demain, de sa représentation, de ce qu'on peut envisager, espérer ou escompter de ce qu'elle pourrait être demain, mais également de ce que nous voulons pour les élèves et pour les enseignants. Nous, bien sûr, nous raccrochons à la mission qui est la nôtre, en particulier autour de la formation des enseignants. Et le tout éclairé, puisque c'est aussi dans notre ADN et dans nos missions, par une approche et une démarche qui sont scientifiques. Et cela concerne bien évidemment en particulier la thématique retenue pour cette consultation aujourd'hui,
sur la thématique de la culture et de la transmission. Alors je voudrais dire également que plusieurs institutions ont déjà eu la possibilité d'engager de telles réflexions prospectives. Peut-être est-ce ces institutions qui se manifestent à nous. Localement, le Conseil régional des Hauts-de-France, en son temps, avait engagé une grande démarche prospective sur une série de thématiques, dont la thématique éducative. On pourrait citer d'autres institutions plus globales et nationales, comme le Commissariat général au plan, etc., etc., mais aussi des associations dont l'INSPE est membre et dont nous recevons très régulièrement les publications, comme Futurible, pratiquent très régulièrement auprès de différents acteurs la démarche de la prospective au bénéfice de multiples acteurs avec une démarche qui, elle aussi, se veut scientifique. Récemment, un nouvel ouvrage écrit par une de nos anciennes collègues qui est aujourd'hui dans une autre académie, Céline Caël, et associée à un autre collègue, Laurent Reynaud, se propose justement dans leur ouvrage d'imaginer l'école de demain au travers d'une proposition pédagogique que, pour ma part, je trouve audacieuse. Je dois vous confesser que néanmoins, je ne suis pas encore arrivé au terme de la lecture de l'ouvrage. J'aurais aimé, hein, mais je peux pas, voilà, j'ai pas pu, en tout cas. Mais néanmoins, pour ce que j'ai pu en lire dans la moitié de l'ouvrage jusqu'à maintenant, je trouve que celui-ci contribue à cette réflexion prospective sur l'école et sur l'école de demain et apporte sa pierre à l'édifice, comme d'autres chercheurs et comme d'autres ouvrages, en tout cas, du débat autour de l'institution scolaire et de son avenir. En effet, aujourd'hui et plus encore demain, l'école sera traversée par de très importants processus de transformation. Je n'en citerai que quelques-uns et sans être exhaustif, bien évidemment, l'intelligence artificielle qui est déjà présente, un choc démographique prévu et prévisible, mais plus globalement, la nécessaire prise en compte des évolutions sociales et de la société sur les élèves, sur les enseignants et les familles. Et pour affronter ces quelques enjeux, pour envisager l'école de 2050, je pense que c'est l'une des lignes d'horizon que nous pouvons, avec ambition, nous fixer. Je pense que c'est au travers de ce type de démarche et de réflexion, et ensemble, avec l'ensemble des acteurs qui sont ici réunis, et sans doute d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, que nous bâtirons ce que nous voulons pour l'école de demain, plutôt donc en action que je qualifierais d'offensive et de positive, plutôt que de réagir défensivement à des évolutions qui auront déjà dépassé l'école. Pour nous, en tant qu'institut de formation, bien sûr, nous aurons toute notre part à jouer au travers des idées qui peuvent émerger au sein de notre institut et des autres instituts qui réalisent comme nous cette mission autour de la formation des enseignants. Et je ne doute pas que les travaux qui seront conduits au cours de cette soirée nous permettront également d'identifier des enjeux nouveaux qui nous permettront, là encore, sur le champ particulier de la formation initiale continuée et continue des enseignants, d'envisager ce que pourrait être, en accompagnement de l'école de demain, la formation des enseignants de demain. Je ne serai pas plus long parce que j'ai sans doute déjà dépassé les 8 minutes qui m'ont été imparties par la directrice de la Maison pour la Science. Pour saluer donc cette démarche et cette initiative, en vous souhaitant tout au long de cette soirée de bons et fructueux travaux, je suis vraiment ravi au nom de l'équipe de direction de l'INSPE, en y associant également, si le directeur culture me le permet, l'Université de Lille, de vous accueillir solennellement ce soir et que ce lieu puisse être un des lieux fertiles qui accueille votre réflexion et que cette consultation dans la perspective d'une école construite sur les fondations éclairées par la science dans toutes ses dimensions disciplinaires et croisées par des thématiques transversales comme la culture puisse nous permettre d'envisager ce champ des possibles pour demain. Je vous remercie et je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle soirée. Merci à vous. Madame, je vous cède la parole. Oui, super. Alors d'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci à Albin et Benoît qui ont organisé cette soirée. Et merci à vous tous de prendre du temps
de l'énergie, de réfléchir encore à 18h le soir, après sans doute une journée de travail, pour faire entendre la voix de ce terrain ici à Lille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous présenter rapidement le projet dans son ensemble. Donc c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans, par une semaine de un petit colloque très intense où on était une quarantaine de personnes, donc à peu près un tiers de gens issus de l'éducation nationale, un tiers de gens issus plutôt des réseaux médico-sociaux, des psychologues, des médecins, voilà. Et puis un tiers de gens pour représenter la société dans son ensemble. Donc il y avait des associations, j'ai entendu tout à l'heure, il y avait la présidente d'ATD Quart Monde notamment qui était là, il y avait des journalistes, des philosophes, des penseurs religieux, voilà. Donc on a essayé d'avoir voilà, un petit condensé de gens pour réfléchir pas à tout ce qui ne va pas, parce que ça, la liste de tout ce qui ne va pas, on peut la faire longuement, mais plutôt à tous les défis que l'école doit relever. Et donc c'est ce qui a donné naissance à ce petit abécédaire que vous pourrez prendre et qui nous sert donc pour cette deuxième phase du projet, qui est une phase de consultation. Donc en fait, il y a 2 consultations. Alors, est-ce que je vais être douée? Pas très. Je ne sais pas par où. Il faut que... Je pense que ça... Bon, c'est pas très grave. Donc cette consultation se fait en 2 parties. Donc il y a des auditions qui sont institutionnelles. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît, puisqu'on a auditionné la FNADAC, qui n'est pas dans la liste ici, mais voilà, on a auditionné aussi les recteurs, et notamment les recteurs aussi d'outre-mer, la conférence des DAZEN, un certain nombre de syndicats, ceux qui ont répondu à notre invitation, des associations d'élus, donc les maires de France, les maires ruraux de France, les réseaux des villes éducatives, l'INGEP, donc c'est tout ce qui est pour la question du périscolaire aussi, les réseaux des MDPH, voilà, des parents, des chercheurs, enfin, voilà, on a essayé d'avoir disons, toutes les institutions qui sont concernées de près ou de loin par l'école. Voilà, et puis en parallèle de ça, on fait des rencontres de terrain. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'aller à 2 ou 3 endroits par région, avec la plus grande diversité possible, et en termes géographiques, et en termes sociologiques. Et voilà, donc on est allé dans des tout petits territoires ruraux, on est allé dans des endroits plus en banlieue, dans des grandes villes, des centres, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de ces rencontres de terrain, elle est double. La première chose qui nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'on aura des témoignages tout à l'heure, c'est de parler en bien de l'école. On parle beaucoup de l'école pour dire tout ce qui ne va pas, on en parle rarement pour dire ce qui va, et il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de belles choses à l'intérieur de l'école. Donc certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qui ne vont pas, mais pour changer quelque part la vapeur de sens, c'est aussi important d'aller voir tout ce qui va bien. Pas forcément pour le reproduire à l'identique ailleurs, mais voilà, voir qu'il y a des choses qui sont possibles, et surtout reconnaître le talent et l'énergie que mettent les acteurs de terrain. Donc voilà, ça c'est la première partie de la réunion, et la deuxième partie de la réunion, c'est une réflexion collective pour faire remonter là aussi toutes les bonnes idées, et aussi faire remonter des freins, si possible, pas remonter juste des listes de doléances, parce que comme je l'ai dit, on connaît ces listes de doléances. Voilà, et donc il y a 5 thèmes qui sont étudiés dans ce projet. Alors, ce projet, il a vraiment vocation à chercher au niveau structurel la façon dont on peut modifier le système pour lui donner plus de flexibilité, plus d'agilité, lui permettre de s'adapter mieux au terrain, aux élèves qui y a en face, voilà, et redonner à tous les acteurs quelque part du pouvoir d'agir. Donc sur ces 5 thèmes, il y a un premier thème qui est autour de l'élève. Ça paraît une évidence quand on parle d'éducation, mais souvent en France, on pense d'abord le système et l'élève après. Voilà, donc réfléchir au rythme. Alors ça vient évidemment aussi en écho à la Convention citoyenne qui a lieu en ce moment. Mais c'est pas juste le rythme de l'année ou de la semaine, c'est aussi comment est-ce qu'on rend les cycles effectifs, comment est-ce qu'on permet à des élèves d'aller plus ou moins vite, de s'adapter à chacun. Et puis quelque chose qui nous tient à cœur aussi, c'est l'éducation au choix. Comment est-ce que on laisse encore une fois l'élève être acteur de son propre parcours, et puis après s'orienter par la suite.
Ensuite, il y a une deuxième brique qui est autour du métier d'enseignant. Et donc là, réfléchir au contour de ce métier. Donc, on a souvent, on parle juste des heures passées devant les élèves, et on sait bien que c'est une partie du métier, certes très importante, mais c'est pas tout. D'abord, il pourrait y avoir du tutorat ou des formes de relations plus individuelles avec les élèves. Il y a toutes les questions de formation, toutes les questions de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Comment est-ce qu'on ne laisse pas ce métier perdre toute son attractivité, comment est-ce qu'on permet aux gens d'évoluer dans leur carrière. Voilà, donc toutes ces questions autour du métier d'enseignant, et donc le fait ici d'être dans un ISP n'est pas du tout un hasard. Ensuite, il y a une question autour de l'organisation des établissements et en particulier de leur ancrage territorial. On voit bien que une école primaire en milieu rural ne ressemble pas à une énorme cité scolaire. Donc comment est-ce qu'on s'adapte au terrain? Comment est-ce qu'on travaille finalement de façon partenariale? Parce que l'école, c'est bien sûr c'est l'éducation nationale, mais c'est aussi les collectivités territoriales qui mettent un certain nombre de moyens. C'est aussi des familles, c'est aussi des associations qui gèrent le périscolaire. C'est aussi des réseaux médico-sociaux qui prennent en charge la rééducation de certains troubles. Donc voilà, comment est-ce qu'on travaille ensemble et éventuellement en donnant un petit peu plus d'autonomie pour... alors je ne sais pas si autonomie est le bon mot, mais ou en tout cas de penser en termes de subsidiarité. Voilà, une question qui est importante aussi, puisque l'école est le lieu des apprentissages, mais aussi de l'apprentissage du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on assure la mixité sociale et scolaire ? Comment est-ce qu'on porte une ambition commune pour tous les élèves, et comment est-ce qu'on installe des dispositifs de remédiation pour ceux qui sont plus fragiles ou ont des besoins un peu différents. Et puis dans cette partie sur l'inclusion, aussi la question de l'inclusion des enfants à besoins spécifiques, donc à la fois tout ce qui est autour du handicap, mais aussi on sait aujourd'hui il y a beaucoup de questions autour de la santé mentale, des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention. Voilà, comment est-ce qu'on imagine des parcours adaptés et une continuité de prise en charge. Voilà, donc ces 5 thèmes, évidemment, ça couvre déjà un large spectre. Encore une fois, vous voyez qu'ici, il n'est pas tellement question de pédagogie ou il en est question peut-être comment est-ce qu'on va faire de la co-construction de cours ou comment est-ce qu'on va travailler ensemble, mais pas de savoir si on utilise la méthode globale ou pas la méthode globale pour la lecture. Vraiment, on réfléchit au système en termes de structure. Et comment est-ce que finalement on permet aussi de donner plus de liberté sur le terrain pour nous responsabiliser chacun pour avancer. Voilà, donc c'est 2 consultations, 5 thèmes, et alors la fin du projet, qu'est-ce que c'est? Donc on est en train de monter un groupe. Alors ce sera peut-être un groupement d'intérêt public, mais la forme n'est pas encore complètement précisée. Et donc qui regroupe le Collège de France qui a un projet sur l'éducation, l'ENS de Paris qui porte le projet IDÉ, donc tout ce qui est évaluation des politiques éducatives, l'ENS de Lyon qui abrite l'Institut français de l'éducation, l'ENS de Rennes qui a un département autour de l'éducation physique et du sport, donc l'Académie des sciences qui était à la base de ce projet, le CNAM qui abrite le CNESCO, l'IHES qui est l'institut qui m'embauche et qui me laisse travailler beaucoup sur ce projet. Voilà. Et donc ce groupement fonctionne avec 5 commissions pour identifier sur chaque thème quels seraient les axes prioritaires et puis proposer des scénarios de transformation. Donc on ne donne pas... on ne dit pas il faut faire ci ou il faut faire ça, on propose plusieurs choses et le but c'est vraiment que ces scénarios soient chiffrés en termes de moyens financiers, en termes de moyens humains et quelque chose qui nous paraît très important. On a dit tout à l'heure l'horizon c'est 2050, on espère peut-être quand même un petit peu avant, mais en tout cas c'est une trajectoire de transformation puisqu'on ne décide pas en claquant des doigts de changer le système du jour au lendemain. Donc voilà, pour nous aider sur ce chiffrage, on a la chance d'être aidé par la DGRH de l'Éducation nationale, par la délégation interministérielle à la transformation publique et normalement par la Cour des comptes. Voilà, donc pour faire un travail, l'idée, encore une fois, n'est pas de décider ou de donner des préconisations précises, mais de proposer
Donc d'identifier des objectifs, de proposer plusieurs scénarios pour y arriver. Et après, ce choix, c'est un choix qui n'est pas... On n'a aucune légitimité pour le faire. Ce choix, c'est un choix démocratique. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un document qui soit accessible à tous, comme le petit livre que vous avez là, voilà, qui puisse éclairer le débat public. C'est important, l'école, c'est vraiment le creuset d'une société, et donc c'est important qu'on puisse en discuter de façon large. C'est pas juste le problème de l'éducation nationale. Voilà, donc pour vous donner une idée de ce projet, je suis là surtout pour vous écouter, donc je vais me taire, et je vous remercie encore beaucoup de votre participation. Si vous avez des remords, de choses que vous n'avez pas eu le temps de dire ce soir, ou si vous connaissez des gens qui vous voudraient dire des choses, vous verrez sur la dernière page du petit livre, il y a une adresse où vous pouvez envoyer tout ce que vous avez envie d'envoyer. On prend tout, on lit tout, et voilà, on essaiera de tenir compte le plus possible de tous ces retours. Un grand merci à vous tous. Bonsoir à tous. Donc, Madame l'académicienne, Monsieur le directeur de l'INSPE, Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Madame la conseillère académique Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation, et puis plus globalement, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous vous prions de bien vouloir excuser l'absence de Madame la rectrice qui est retenue par d'autres obligations et qui nous a demandé de la représenter ce soir. Tout d'abord, vous dire que nous sommes très heureuses de vous accueillir dans notre belle région et nous vous remercions vivement d'associer les personnels et les partenaires académiques à cette réflexion collective autour de l'école et de son avenir. Nous allons vous proposer quelques mots introductifs pour vous présenter l'Académie de Lille, souligner le dynamisme qui la caractérise et puis l'engagement de ses personnels au service de l'épanouissement et de la réussite de tous les élèves, puisque c'est bien d'eux dont il s'agit, comme vous l'avez précisé juste avant. Donc l'Académie de Lille se situe dans une grande et belle région densément peuplée, aux multiples facettes, avec des zones urbaines très peuplées et des territoires ruraux beaucoup moins peuplés naturellement. Elle compte plus de 750 000 élèves qui étudient dans plus de 3 000 écoles. Pour continuer les chiffres, plus de 670 établissements du second degré. Et ainsi, près de 60 000 enseignants officient avec un seul et même objectif qui est d'élever le niveau général des élèves et de garantir les mêmes chances à tous. L'Académie de Lille comporte en effet une grande diversité de territoires et en particulier, un tiers des élèves relèvent de l'éducation prioritaire dans notre académie. On compte par exemple 41 réseaux d'éducation prioritaire renforcés et 158 quartiers prioritaires de la ville. C'est une académie dans laquelle, depuis de nombreuses années, la question de la lutte contre les déterminismes est au cœur de toutes les réflexions. En préparant cette intervention, j'ai regardé un petit peu les derniers projets académiques qu'il organisait, et depuis de nombreuses années, cette question de la lutte contre les déterminismes est une priorité. Face à cette diversité de territoires, l'Académie s'est toujours engagée à accompagner au plus près ses personnels, ses équipes et les élèves en apportant des réponses locales adaptées aux enjeux territoriaux. Cette diversité et singularité de nos territoires représentent pour nous une véritable richesse, mais c'est aussi source de nombreux défis à relever. Je prends ici 3 petits exemples. Les territoires éducatifs ruraux, comme vous le savez, qui est un dispositif qui a pour objectif de promouvoir l'adaptation des politiques publiques et de permettre une meilleure prise en compte des spécificités des territoires ruraux et éloignés. Il y a 11 TER, territoires éducatifs ruraux, dans l'Académie et que chacun a un projet de territoire en lien avec les écoles de secteur, les collectivités et les partenaires locaux. Un deuxième petit exemple qui illustre le souhait de l'Académie de soutenir des dynamiques territoriales. J'en ai pris ici 2. L'exemple de ce qu'on appelle Calais Territoire Bilingue, qui est un projet académique qui a pour objectif d'amener tous les élèves au bilinguisme au terme de leur scolarité, en leur permettant de pratiquer un tiers de leurs enseignements dès l'école primaire en anglais. Et cette ambition est ensuite poursuivie dans les collèges et dans les lycées sur le territoire de Calais.
Et enfin, un dernier petit exemple avant de passer la parole à ma collègue, que nous avons partagé pas plus tard que la semaine dernière sur le territoire de Valenciennes, et en particulier le lycée de l'Escaut, un établissement labellisé Égalité garçons-filles au niveau national, et qui retrace une dynamique visant à renforcer l'ambition scolaire des jeunes filles et à favoriser leur orientation vers les filières scientifiques. Un projet qui implique également les établissements scolaires depuis le premier degré, les collèges, les lycées professionnels, avec par exemple des tutorats entre élèves du premier degré et des élèves du lycée. Voilà pour des petits exemples, et je cède la parole. Alors, l'établissement scolaire est évidemment un lieu d'émancipation pour les élèves, du moins c'est ce que l'on souhaite. Cela est d'abord rendu possible par le cadre dans lequel se déroulent les apprentissages, et ce cadre, on souhaite qu'il soit accueillant, que l'élève s'y sente bien. C'est quand même une priorité, on ne peut pas apprendre si on ne se sent pas bien, si on ne se sent pas en confiance auprès d'adultes que l'on juge bienveillants. Et cette condition remplie permet ensuite à l'école de participer pleinement à la construction de la citoyenneté de l'élève. Celle-ci se construit évidemment au sein de chaque discipline, par la réflexion demandée sur des documents de tout type, par des compétences d'analyse, d'argumentation qui sont ainsi développées, par différentes situations d'apprentissage qui sont proposées, qui permettent en même temps évidemment de retenir les connaissances attendues. Mais la citoyenneté se construit aussi par des apprentissages transversaux. On parlait à l'instant de l'égalité filles-garçons qui irrigue toutes les disciplines et même le temps hors cours au sein de l'établissement. La santé, tant physique que mentale, le développement durable, le travail de mémoire, la culture évidemment, sous toutes ses formes, le vivre ensemble, la tolérance, l'acceptation de la différence en luttant contre les discriminations de tout type, le harcèlement et les violences. Il s'agit ainsi de permettre à nos élèves de choisir, et vous l'aviez souligné, leur orientation en mettant le plus de distance possible avec les divers biais qui ont une incidence, et on le sait bien, sur celle-ci, de leur permettre de devenir des citoyens éclairés et de faire société grâce à une politique éducative qui prend en compte les évolutions de notre monde et oriente l'action de l'école pour permettre à chaque élève de s'épanouir en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre de cette société. Pour réaliser ces rêves et ces défis qu'il nous faut relever, plusieurs conditions nous semblent nécessaires. La première, c'est la cohésion à l'échelle de l'établissement. Et d'ailleurs, c'est une des thématiques sur lesquelles vous réfléchissez, qui nécessite un engagement de toute la communauté éducative. Évidemment, on pense aux enseignants au premier chef, mais il y a également les chefs d'établissement, les conseillers principaux d'éducation, tous les personnels du pôle santé et puis social, les assistants d'éducation, les autres personnels adultes qui interviennent dans l'établissement à divers titres, et les parents, qu'on n'oublie évidemment pas. Indépendamment de l'établissement, il y a aussi tous les services académiques et départementaux qui œuvrent ensemble pour permettre à ces établissements de fonctionner correctement. Et il ne faut vraiment pas les oublier, parce que sans eux, finalement, l'échelle établissement dysfonctionne. Un partenariat fort est également nécessaire avec les acteurs de territoire, avec l'implication, vous l'avez mentionné, des élus, mais aussi du tissu associatif, puisque l'élève se construit certes à l'école, mais aussi en dehors de celle-ci, et il y passe un bon nombre d'heures, en dehors du temps scolaire, dans son quartier, dans sa ville, auprès d'associations, de partenaires, et donc c'est la synergie de tous ces acteurs et la convergence des actions qui permettent aussi la réussite de nos élèves. Enfin, ne l'oublions pas, un dernier point qui permet de réaliser ces rêves, c'est l'orientation scolaire et professionnelle de nos élèves, menée là aussi en lien étroit avec à la fois le supérieur, mais aussi les entreprises, le monde de l'industrie de manière générale. Donc cette réussite de l'action publique est renforcée dans notre académie par le dynamisme de ses équipes, qui continue sur le terrain d'innover, d'expérimenter. Alors, avec l'accompagnement évidemment de la cellule académique dédiée, que je connais bien, mais aussi l'appui d'enseignants-chercheurs, de manière à évaluer à la fois les projets qui sont menés, à permettre de les inscrire dans une démarche d'amélioration continue, qui nous semble vraiment intéressante, et ainsi de faire naître des modalités nouvelles d'enseignement. Dans l'académie, nous comptons ainsi, pour le moment, mais le nombre va grossir, 25 projets expérimentaux dans le second degré qui concernent à peu près 50 établissements.
Donc projets expérimentaux au sens où ils sont dérogatoires et donc proposent un cadre d'enseignement qui diffère du cadre d'enseignement ordinaire. Plus de 300 projets innovants sont également suivis, menés par les équipes dans les établissements, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré, à peu près 142 pour le premier degré et 146 dans le second degré. Et actuellement, un appel à projet est en cours dans le second degré. Nous avons déjà plus de 80 dossiers qui ont été déposés. Donc cette dynamique nous permet de renforcer les liens non seulement au sein de la communauté éducative, mais aussi entre celle-ci et tous nos partenaires. L'appel à projet lancé invite ainsi à intégrer la recherche dans la démarche proposée aux établissements et nous travaillons d'ailleurs en ce moment à faciliter le travail entre la recherche et les établissements scolaires de manière à faciliter cette évaluation des projets et l'accompagnement. L'appel à projet actuel porte sur les savoirs fondamentaux, les compétences psychosociales, les liaisons, l'orientation, notamment pour éviter les différents biais, notamment celui de genre, mais pas seulement, et les conseils de classe. Donc, il permet à différents acteurs de co-construire des projets, et vous parliez de travail d'équipe, de dynamique d'équipe, c'est exactement ce que nous visons, de se renouveler, de continuer à s'interroger sur ces pratiques et de prendre plaisir à enseigner, parce que c'est quand même quelque chose d'important et qu'il nous semble nécessaire de souligner. Quant aux élèves, ils apprennent autrement et grandissent mieux. En développant les expérimentations, nous participons également, à notre manière, à la réflexion sur l'école de demain et faisons évoluer l'approche de l'enseignement en créant parfois de nouveaux enseignements. Par exemple, au lycée Couteau de Saint-Amand, nous avons créé une option écriture créative. Nous participons également à une nouvelle manière d'enseigner, parfois au croisement des disciplines, avec des classes à horaires aménagés, par exemple scientifiques, ou des enseignements de cours d'éducation physique en langue anglaise. La prise en compte aussi de l'évolution de notre société, ainsi que nous avons au Touquet une option intelligence artificielle qui est née, et la prise en compte des besoins de l'industrie avec toute une réflexion sur les filières de sciences et techniques de l'industrie, pour le moment à l'échelle d'un bassin. Mais le but est en effet de réfléchir à tout cela, aussi aux métiers de la santé. On a de belles options autour des métiers de la santé qui naissent, et le développement de l'esprit critique, qui nous semble vraiment, je boucle sur le début de mon propos, mais qui nous semble fondamental. Et nous avons par exemple une option philosophie mathématique, qui est maintenant déjà en phase d'essaimage dans l'académie et qu'on retrouve dans plus de 25 établissements. Ces innovations et expérimentations sont soutenues par une remarquable dynamique dans notre académie autour des laboratoires. Alors, je dis remarquable parce que ces laboratoires intégrés qui sont nés du plan mathématique, du plan français, on en a plus de 100 dans l'académie. 75 rien que pour les mathématiques, il y en a aussi en logique, en musique, en langue vivante, on en a maintenant aussi en humanité, avec des croisements disciplinaires. Le but est précisément de croiser les disciplines. Et on continue notre réflexion sur ce sujet. Il y a également des collectifs apprenants, des constellations. Et donc ces modalités de travail innovantes sont finalement à la croisée de l'innovation, puisqu'évidemment les projets innovants, les expérimentations y sont abordés, mais aussi de la formation. Donc cela me donne une transition toute trouvée pour laisser la parole à ma collègue. J'allais dire des groupes de co-développement aussi, qui est une modalité de formation qui se déploie de plus en plus dans l'académie. Oui, donc merci pour cette belle transition. Donc dans un monde qui bouge et qui nécessite sans cesse une adaptation, la formation est un levier essentiel. L'école académique de la formation continue accompagne les personnels et plus particulièrement les professeurs dans ces évolutions. Alors quelques petits chiffres. Au cours de l'année 2024-2025, près de 5000 formations ont été mises en place à destination de près de 40 000 personnels dans tous les corps de métier, les enseignants, mais également... tu en as cité auparavant, les médecins, les secrétaires, les assistants d'éducation, de manière très très ouverte à destination de tous les personnels de l'académie. Donc, comme vous le savez, la formation se déploie pour mettre en œuvre des formations statutaires et former les entrants à un nouveau métier, pour accompagner le développement des compétences et des gestes professionnels, pour accompagner les parcours de carrière, mais aussi pour proposer au personnel d'explorer des thématiques en lien avec des grands enjeux éducatifs, ce qu'on appelle parfois un petit peu les pas de côté. Sur des sujets comme, j'en ai repris certains qui ont été mentionnés, mais la santé mentale, le développement de l'esprit critique, l'intelligence artificielle, les compétences psychosociales, l'EFC accompagne l'ensemble de ces personnels.
Et comme tout à l'heure, je vais vous proposer 2 petits exemples. Donc un premier exemple autour de l'intelligence artificielle, avec un plan intelligence artificielle qui a été construit en lien avec plusieurs partenaires, dont l'INSP, Canopé également, j'ai vu des partenaires tout à l'heure. Et plus de 5000 personnes ont été formées dans l'académie, près de 50 formations ont été mises en place sur la question de l'intelligence artificielle, et ce plan se déploiera encore et s'amplifiera, j'ai envie de dire, sur l'année 2025-2026. Et un deuxième petit exemple sur les compétences psychosociales, on en a parlé également. L'Académie réalise un réel investissement sur cette question des compétences psychosociales avec la création d'un diplôme universitaire, encore une fois en lien avec l'INSP que l'on remercie pour ce travail très fructueux. Et donc 50 formateurs aux compétences psychosociales seront diplômés à la fin de l'année 2026. Et un déploiement massif de la question des compétences psychosociales va aussi être réalisé à partir de cette année, tout au niveau de l'académie. Et pour que l'idée est que les compétences psychosociales doivent être développées certes chez les enfants, mais aussi pour les personnels. Et pour que justement cette vision des compétences psychosociales ne s'arrête pas aux bornes de la classe, mais véritablement irrigue tous les lieux et les temps de l'enfant. Donc, petite conclusion, pour vous dire que nous ne doutons pas que les témoignages et les échanges permettront de tracer les contours d'une école qu'on pourrait dire de rêve et enrichir les réflexions sur ce sujet. Nous ne doutons pas qu'elles s'inscriront dans un cadre national pour garantir un socle commun à tous les élèves, qu'elles prendront en compte les singularités de nos territoires et les enjeux éducatifs qui les traversent, et qu'elles s'articuleront et permettront de travailler en lien avec les acteurs du territoire, comme on l'a dit juste avant, régions, départements, les communautés de communes, les associations, les élus, les parents, etc. Donc pour faire réussir chaque élève, ce qui se passe en classe est important, mais ceci doit aussi, on l'a dit à plusieurs reprises, dépasser ce cadre pour se retrouver dans les différents lieux et moments au sein de l'établissement, dans les projets, les rencontres, mais au-delà encore et s'exporter à la périphérie de l'enceinte scolaire et trouver un écho dans le quartier, la ville, le district, au sein de la vie sociale, la vie économique, la vie démocratique et de la société. L'école dont nous rêvons permet de former des citoyens, des citoyennes, conscients de l'histoire dont ils héritent, capables de comprendre le monde qui les entoure, de penser par eux-mêmes, d'être critiques, émancipés de toute forme d'emprise, d'agir en autonomie, de choisir une orientation positive et de faire société. Nous vous souhaitons des échanges riches et féconds. Merci à tous. Merci beaucoup de nous avoir rappelé l'origine du projet, montré en quoi nos différentes institutions ont une optique collaborative et puis pour les perspectives que l'on va mener. Alors on va entendre justement quelques initiatives que l'on pourrait appeler inspirantes, ce qu'avait souhaité Madame Saint-Raymond, qui vont nous permettre d'être créatifs en fait tout à l'heure dans les travaux de groupe. C'est-à-dire qui vont nous donner quelques idées possibles sur ouvrir justement le champ des possibles. Donc, en perspective de ces travaux de groupe, je vous invite à prendre des notes, à garder en mémoire des éléments qui vous frappent, des points forts, des questions qu'on remettra en discussion tout à l'heure tous ensemble. Donc, Monsieur Thibaut Cuen, qui vient s'exprimer concernant l'association d'enseignement de l'EPS. Alors, je te donne la télécommande. Si tu y arrives, bouton droit. On y va. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis là pour présenter l'association pour l'enseignement de l'éducation physique, dénommée AEPS. Je tiens à signaler et remercier d'ailleurs son président national, M. Fabrice Panamoine, ici présent, qui la joue collectif et qui me laisse présenter. On est sur la culture et la transmission. Cette association, elle est elle est répartie dans toutes les régions de France, 27 régions organisées pour justement diffuser les connaissances dans l'éducation physique et sportive. Vous voyez aussi qu'au sein de cette association, il y a 6 groupes différents. Un groupe qui travaille sur le disciplinaire, un qui analyse les pratiques, un autre qui étudie l'impact du plaisir sur l'apprentissage, l'autre sur les évaluations, un autre sur les coopérations et enfin un dernier groupe sur le premier degré. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a tout un éventail différent
qui est organisé au niveau de cette association, qui est aussi force de publication avec une revue qui publie régulièrement et des actes des biennales. Là, en l'occurrence, on va avoir la biennale le week-end prochain à Nancy. Alors, c'est un élément où tous les enseignants d'EPS prennent sur leur temps personnel, enfin tous, la majorité, qui viennent se retrouver pour se former, échanger. Et l'intérêt de ça, justement, c'est de permettre de diffuser au maximum, faire des liens dans toute la France sur l'EPS qui est enseigné. Et du coup, ça permet un peu d'avoir une transformation du métier. On parlait de liens tout à l'heure, Madame Hébert l'a rappelé, c'est important à ce titre. Alors, bon, le bouton droit, il ne veut pas. On devait s'y attendre, c'est pas grave. Sinon, quoi vous dire? Oui, que ces formes de pratique vont se diffuser donc, dans toute la France, en lien avec la transformation du métier. On est aussi en réflexion avec les fédérations sportives, on parle du sport scolaire, de l'USEP, de l'UNSS, entre autres, que la diversité des groupes, en fait, ça permet aussi de faire travailler ensemble des gens qui ont des origines différentes. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que c'est ce qui nous unit et qui nous libère. C'est la définition de Reboul qui dit ça au niveau de l'éducation. Et c'est ce qui permet justement, on va même jusqu'à la transformation du métier, puisque c'est assez rare. En tant qu'association, nous avons été reçus par l'inspection générale pour commenter les projets de programme. Donc on nous demande notre avis, c'est plutôt agréable de voir qu'il y avait un intérêt à ce qu'on pouvait, ce qu'on pouvait apporter en tant que groupe d'experts, entre guillemets, de recherche. Donc par rapport à ça également, bien rappeler, voilà, super, que la richesse, donc c'est dans la convivialité, on ne va pas se mentir, on va se retrouver ce week-end, il y a aussi des temps conviviaux, après les temps de travail, voilà, mais c'est aussi ça l'école, je pense, on a parlé de plaisir tout à l'heure, je l'ai entendu et je veux le remettre en avant, le plaisir d'enseigner, de se retrouver, d'échanger, donc ça fait aussi partie, même si on a des différences au sein des groupes, de se retrouver au sein de la EPS. Et puis, malheureusement, on a la revue EPS qui était notre revue qui permettait de diffuser autour de l'EPS qui s'est arrêtée pour des raisons financières. Et là, maintenant, on a cette lourde tâche de prendre le relais, de diffuser un petit peu tout ce qui peut encore être écrit dans la discipline. Alors, je sais que d'autres collègues, quand j'en parle, nous l'envient dans les autres disciplines. Oh, ça serait bien que ça existait en français, en maths, des petits rassemblements comme ça, on pourrait échanger. Donc, si on peut donner des idées à certains, lancez-vous, essayez de créer d'abord une petite régionale et pourquoi pas essayer de le développer après pour aller un petit peu plus loin. Donc, j'arrive déjà à la fin du temps, malheureusement. Mais pour conclure, dire, voilà, comme dit Olivier Reboul, vaut la peine d'être enseigné ce qui unit et ce qui libère. Et du coup, nous, on a vraiment trouvé là-dedans un impact avec l'EPS et dans la formation qui est chère. On est toujours à même à pouvoir justement échanger et pourquoi pas collaborer avec les organismes de formation continue, etc. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On retrouve l'idée précédemment émise des pas de côté, faire un regard différent et pour impliquer les personnes. Alors, merci pour cette jolie citation. Vaut la peine d'être enseigné ce qui unit et ce qui libère. Alors, c'est tout à fait en lien avec les propos de notre prochain intervenant, Emmanuel Auchard, voilà, du CASNAV. Avec là aussi certaines idées pour stimuler nos créativités. Merci. Peut-être est-il encore utile de présenter le CASNAV, dire simplement que comme dans toutes les académies de France, nous sommes le service du rectorat chargé d'animer le réseau des enseignants qui accompagnent les élèves allophones nouvellement arrivés, notamment, et d'accueillir finalement l'ensemble des élèves dans les écoles, les collèges et les lycées de l'académie. Donc un centre de ressources et de formation. Alors, je ne sais pas si je tente... Non, je ne tente pas la télécommande. Notre mission, bien sûr, c'est de s'assurer que chaque élève en provenance d'un autre système scolaire, quand il a eu la chance d'être scolarisé dans son pays de provenance, bénéficie d'un accompagnement linguistique adapté à ses besoins. Et avant de vous parler très rapidement de la petite initiative plus particulière dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de revenir en arrière très très vite parce que vous savez que si on résume les choses de façon un peu caricaturale, on a longtemps considéré que les élèves en provenance d'un autre pays
devaient avant toute chose maîtriser la langue française avant de devenir des élèves à part entière, comme si c'était une condition sine qua non pour accéder à l'ensemble des apprentissages. Mais heureusement, depuis une quinzaine d'années, on sait que c'est l'inclusion de ces enfants en classe ordinaire qui est la condition nécessaire à l'entrée dans les apprentissages, à condition de l'articuler bien sûr avec un accompagnement linguistique adapté. Donc on a fait des progrès, on a développé un certain nombre de réseaux de dispositifs avec des enseignants spécialisés en français langue seconde, français langue de scolarisation. De ce point de vue-là, effectivement, il y a eu de grandes avancées. Et pourtant, on s'aperçoit que comme à chaque fois qu'on crée des dispositifs spécifiques, on a tendance à trop s'appuyer encore sur les enseignants dits spécialisés pour assurer, la réussite du parcours scolaire de ces élèves particuliers du fait de leur parcours migratoire. Et alors, pour avancer sur l'initiative que je souhaitais partager avec vous, voilà. C'est un projet qui a été développé par le Centre européen des langues vivantes du Conseil de l'Europe, que certains connaissent peut-être, et qui a le mérite d'associer l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire, pas seulement les élèves ni les enseignants, mais aussi les personnels de direction, les parents et les autres personnels de l'établissement qui sont les personnels non enseignants. L'idée étant que maîtriser la langue de scolarisation peut passer par une meilleure connaissance des autres langues en présence dans l'établissement. Et quand je dis les autres langues en présence, ce n'est pas seulement celles qui sont enseignées, mais c'est toutes les langues en présence, celles qui font partie de l'environnement individuel, personnel, familial, culturel de l'ensemble de ces acteurs-là. Et donc l'idée de ce dispositif qui s'appelle la feuille de route, c'est d'essayer de faire une photographie des langues en présence dans l'établissement, de faire émerger d'une certaine manière l'ensemble des langues présentes, d'analyser le rapport des différents acteurs, le rapport qu'ils entretiennent à ces langues-là, pour essayer de promouvoir ensuite des pratiques prometteuses et d'investir les domaines partagés qui semblent, d'après l'auto-évaluation réalisée à l'échelle d'un établissement, qui semblent à investir en priorité. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup au CASNAV. On l'a expérimenté de façon un peu approfondie dans un collège de Lille, le collège Lévi-Strauss, mais on compte bien le proposer à d'autres. C'est de privilégier bien sûr la dimension collective, le développement professionnel des collectifs apprenants, plus que l'accompagnement individuel des enseignants, comme on a eu tendance à le faire peut-être un peu trop à une époque. Donc des communautés apprenantes, et puis bien sûr pour les élèves, expérimenter que les uns et les autres expérimentent l'altérité, valorisent la diversité, et puis considérer que la compétence langagière, quelle que soit la langue en question, est tout à fait centrale dans le parcours des élèves. Et voilà, je termine très très vite parce qu'on nous a déjà donné, je pense que je suis au bout du temps. Je n'ai pas donné de chiffres sur les allophones dans l'Académie de Lille ou sur le CASNAV, les enseignants, etc. Mais dire quand même qu'on accueille des élèves issus de plus de 120 pays différents qui parlent et qui viennent avec plus de 250 langues recensées, ne serait-ce que pour l'Académie de Lille l'année dernière. Donc c'est une mine, une richesse qui ne demande qu'à être, bien sûr, exploitée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va écouter maintenant Marie Verkint. Et on s'est rendu compte avec la précédente intervention qu'il était vraiment important de prendre en compte je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Bon, voilà. Non, restez. Voilà, c'était fort important de prendre en compte le contexte des élèves, leur milieu de vie,
leur contexte social, pour comprendre qui ils sont, où ils vont, comment on peut les aider. Et donc, avec Marie Verkint, on va voir comment faire ce lien entre école et famille. Bonsoir. Donc, je fais partie de l'association ATD Carmonde. Notre initiative s'intitule « École, famille, quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants ». Le tout, c'est pour souligner notre volonté commune de n'oublier personne. Cette initiative est née dans le quartier de Fives, à Lille, pour répondre à une demande de familles en grande précarité qui nous disait « Ce que nous souhaitons le plus, c'est que nos enfants ne passent pas par toutes les galères par lesquelles nous sommes nous-mêmes passés. Et nous savons que la réussite scolaire facilite cela. C'est pourquoi, en partenariat avec l'Éducation nationale et la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, nous nous sommes formés à la démarche d'ATD Carmonde qui s'appelle le croisement des savoirs et des pratiques. Cette démarche pose comme base la nécessité de reconnaître que chacun a un savoir et que toutes les formes de savoir sont utiles si on ne veut oublier personne. Et donc, sur un territoire volontaire, nous essayons donc de faire se croiser le savoir académique de l'école, celui d'action des professionnels et le savoir d'expérience de vie des parents. Alors, notre place dans l'écosystème, donc sur un territoire volontaire, j'insiste sur le fait que le territoire doit être volontaire, nous cherchons à rassembler tous les acteurs éducatifs qui sont sur ce territoire et qui comprennent à la fois des enseignants, des acteurs, autres acteurs éducatifs du territoire et les parents à qui nous proposons de rejoindre deux groupes différents selon qu'ils ont un bon souvenir de l'école ou un mauvais souvenir de l'école et une vie plutôt difficile. Mais on cherche à les rassembler autour d'une double aspiration, la réussite de tous et aussi la possibilité de se former en commun, donc une formation commune et réciproque. Dans cette démarche, on se co-forme. Ça permet de découvrir le métier des autres, y compris, quand je dis mon métier, celui des parents en grande précarité, de découvrir les compétences spécifiques de chacun, liées à son métier, à son histoire, à son expérience. Et ça, dans un but d'une meilleure coopération. Notre initiative peut être considérée comme inspirante parce qu'elle permet donc de tisser des liens dans les établissements scolaires entre le personnel de l'Éducation nationale et les familles, et aussi avec les partenaires extérieurs. Elle peut permettre aux enfants en situation de précarité de se sentir davantage à leur place dans le milieu scolaire. Et ça, c'est un but extrêmement important à atteindre, grâce à la meilleure communication entre les adultes et à la reconnaissance du savoir de leur famille. Cela permet aussi, ça devrait en tout cas permettre de mieux réussir l'orientation scolaire et en faire quelque chose de davantage choisi. Alors, ça nécessite certaines transformations dans le métier des enseignants, parce que toute la démarche prend le temps de la co-construction entre tous ces groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, du début à la fin de la démarche. Croisement des représentations, croisement du diagnostic qu'on fait, ce qui aide ou qui n'aide pas de la part de chaque groupe d'acteurs à la réussite de tous les enfants. Croisement dans l'élaboration des règles de travail, croisement dans le choix des sujets sur lesquels il faut transformer des choses, croisement pour choisir la méthode qui sera employée et croisement pour définir collectivement la place de chacun dans la transformation. Alors, ce qui est très important, c'est que chacune des étapes de cette démarche commence toujours par un travail en groupe de pairs. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on allait rassembler les gens, mais en fait, pour les faire travailler, ça commence toujours par un travail, chacun de son côté, en groupe de pairs. On sépare les gens pour mieux les rassembler par la suite. Et chaque fois qu'il va y avoir croisement, débat,
eh bien, il y a toujours un temps en groupe de pairs qui précède. C'est pour éviter que l'idée que quand si on arrive à rassembler tous les gens autour d'une table, on pense que l'égalité de parole existe, ce qui est faux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change de faire ça? Donc, ça change le regard des partenaires, les uns sur les autres, et ça permet à la confiance de s'installer peu à peu. Les malentendus ayant l'occasion de s'exprimer entre les différents groupes de pairs peuvent être levés plus facilement. Et que peuvent y gagner les élèves? Eh bien, tous les groupes de pairs dans cette démarche sont importants, mais la présence des parents dits éloignés de l'école pour des raisons de précarité va permettre d'identifier progressivement des dimensions qu'on n'imagine pas quand on cherche à décrire la précarité. On appelle ça, il y a une recherche qui vient d'être menée en croisement des savoirs et des pratiques et qui a été présentée à l'OCDE il y a 2 ans, qui fait apparaître que la précarité, ça ne se limite pas à des privations matérielles ou sociales, mais qu'il y a toute une série de dimensions cachées et qui freinent les apprentissages des enfants sans qu'on en ait vraiment conscience. Bon, donc le fait de travailler comme ça en croisement des savoirs et des pratiques, ça permet d'entrer dans la conscience de ces dimensions cachées et du coup de mieux pouvoir y répondre. Notre petit truc à nous, c'est de croire qu'on a vraiment besoin de la participation des parents et des enfants les plus éloignés de l'école si on veut améliorer l'école de tous. Merci également pour votre présentation qui fait bien le lien aussi avec l'ancrage dans les territoires et avec ces savoirs qui sont multiples. Alors, c'est également le propos de Madame Yayaten, qui est proviseure de lycée professionnel et qui travaille aussi sur les questions d'intelligence des territoires. Donc, nous vous écoutons. Merci pour cette transition, Mme Courban. Alors là aussi, pour essayer, bonsoir à tous et à tous, pour essayer d'être très synthétique, j'ai eu une révélation lorsque j'ai été principale de collège REP+, expérimentatrice du PIAL, mais surtout pilote de chef de file de cité éducative sur la première vague, c'était donc du coup en 2019. Et la révélation a été réalisée sur cette réflexion que nous avons eue sur le territoire donné de la cité éducative de l'île Sud, qui rassemblait en fait 3 REP+. La question était de se dire, mais comment nous allions agir, puisque déjà un REP+, c'est quelque chose à piloter, qu'il doit d'ailleurs s'ancrer dans son pilotage, mais comment intégrer le pilotage à l'échelle de 3 REP+, et surtout faire en sorte que ça bouge les lignes au niveau de l'acquisition des fondamentaux, puisque nous savions que nous allions forcément être évalués et que c'était important d'évaluer et que nous voulions que cette nouvelle méthode de travail en territoire ne soit pas une strate supplémentaire à des strates qui existent déjà, mais soit bien complètement intégrée à un pilotage existant. Et là, du coup, on est parti justement de la force du territoire et de se dire, ah bah tiens, on va déjà regarder comment fonctionnent les établissements et les projets d'établissement. Et on voit en effet que le projet d'établissement dans un établissement scolaire est forcément le reflet des priorités du territoire. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez intégré à l'échelle de l'équipe de direction, pas facilement transcrit au sein des équipes pédagogiques et éducatives, et que donc du coup, la manière dont nous avions conçu le travail de cette cité éducative a permis d'intégrer davantage le projet d'établissement et donc la problématique des territoires à l'échelle même des enseignants en salle des classes, mais également en salle des professeurs, mais également au niveau des usagers. Juste en essayant d'aller vite, pour que vous compreniez bien, ces 3 REP+, on était bien sur l'idée qu'on était en REP+, donc il y avait également toutes les écoles qui étaient en lien avec le collège chef de file,
Et il était si vous connaissez Lille, on est donc du coup à Louise Michel, nous sommes dans les tours de la mort, là où la drogue circule quand même beaucoup. Et naturellement, en fait, l'équipe s'est emparée de la dimension santé citoyenne, puisqu'il y avait à ce moment-là des problématiques fortes, alors que Verlaine, le collège Verlaine, qui est situé non loin de Baggio notamment, mais de Féderbe aussi, s'était complètement emparé d'un laboratoire de mathématiques qui d'ailleurs était quelque chose de très motivant à l'échelle de l'académie et donc à l'échelle du territoire, alors que Nina Simone, qui était mon collège du fait de son implantation territoriale, était située à Oisem. Et là d'ailleurs, je reconnais le discours d'Emmanuel sur Oisem, terre d'accueil, Oisem, territoire multilinguiste, et que du coup il y avait à la fois les maisons Folies et que naturellement les équipes, que ce soit du collège et les équipes de primaire, on voyait qu'elles allaient facilement sur les problématiques liées aux arts et aux langues. Et en fait, ce dont on s'est aperçu en commençant à travailler comme ça sur une espèce d'écosystème, en se disant que chaque collège devait être chef de file de quelque chose qui était en lien avec son territoire, en fait, on s'est aperçu que ça allait faire bouger toutes les comités éducatives, puisqu'on a aussi aligné nos temps de concertation sur la concertation REP+, c'est que chaque professeur qui était coordonnateur de sa discipline au sein de son établissement était aussi le représentant de la discipline à l'échelle de l'établissement. Exemple concret, on s'était donné des objectifs en temps en lien avec les objectifs académiques, la semaine des mathématiques, le printemps des poètes, la semaine des langues, la journée de la laïcité, en fonction du territoire et de la coloration du projet d'établissement, il était commandé aux équipes d'aller travailler la semaine des mathématiques au Collège Verlaine pour qu'elle puisse se déployer au sein des 3 REP+, comme il était souhaité. Et alors que, par exemple, dans mon collège, on avait travaillé avec l'IREM, il y avait un chercheur qui était venu pour pouvoir, sur les temps de concertation, travailler avec les PE et avec les professeurs de mathématiques pour lancer une réflexion sur les mathématiques qui ne fonctionnait pas du tout au bout de 3-4 ans. On s'est dit, même le chercheur était assez désolé de dire j'ai pas réussi à les bouger. Écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, ils sont débordés, c'est normal. En fait, là, nous avons eu, à l'échelle des 3 établissements, enfin la semaine des mathématiques dont nous rêvions, nous, personnel de direction. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, c'est quand même quelque chose d'étrange que finalement, le fait de se décentrer de son établissement, augmenter l'implication du professeur et donc de l'équipe qui était derrière lui autour de la discipline qu'il enseignait. Et ça a créé une réelle émulation dans toutes les équipes disciplinaires, puisque vous avez vu que à travers notre espèce de triangle, finalement, il y a toutes les disciplines qui étaient représentées dans cette dynamique, et que ça, c'était mouvant sur notre territoire, mais on pouvait aussi, et d'ailleurs on l'a fait après avec d'autres partenaires sur la 2e cité éducative de Lille, on pouvait l'élargir sur un territoire beaucoup plus macro. Et finalement, avec cette logique de territoire, on s'aperçoit que le professeur comprend beaucoup plus la problématique du projet d'établissement, est beaucoup plus attentif aux besoins du territoire, alors qu'il est très porté sur la relation à l'élève, sur la relation pédagogique qui est dans sa classe. Là, finalement, il a fait un pas de côté pour rejoindre la problématique du projet d'établissement en étant davantage en représentation de son établissement scolaire et aussi en lien avec les acteurs, puisqu'à l'échelle du territoire, finalement, on s'aperçoit que les acteurs sont les mêmes, les associations avec lesquelles on travaille, qu'ils soient proches de la scolarité, de la parentalité, de la lutte contre les discriminations. On voit bien qu'on a un écosystème où on travaille avec les mêmes acteurs. Et pour les acteurs et pour les usagers, et même les acteurs institutionnels, il était aussi plus simple de se dire qu'il y allait avoir un effort supplémentaire à consacrer sur un établissement, parce que derrière cet établissement, en fait, c'était 3 établissements qui allaient être réunis sur un même territoire. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a aussi une question de proportion. Il ne s'agit pas non plus de prendre, parce qu'il s'agit de coordonner tout ça.
Mais finalement, c'est la raison pour laquelle après, actuellement, je suis proviseur de 2 lycées professionnels de l'automobile. Donc là encore, on me dit « mais comment, tu vas bien, schizophrénie ?» J'ai dit « ben non, parce que là encore, même si je ne suis pas sur une problématique de territoire, parce qu'un établissement est situé à Marc-en-Barœul, l'autre est situé à Wattrelos, en fait, j'ai 2 lycées de l'automobile qui sont très complémentaires dans leur offre de formation et qui donc du coup fonctionnent ensemble. Et du coup, j'ai été chercher les mêmes méthodes que nous avions mis en place à l'échelle du territoire pour impliquer encore une fois davantage les équipes et pour créer l'émulation. Et là où ça fonctionne à peu près, c'est qu'en effet, les forces de l'un viennent au secours des faiblesses de l'autre et inversement. Il ne s'agit pas à chaque fois, vous savez comment on est, enfin bon, en tout cas moi je suis assez compétitrice, mais tout le monde ne l'est pas et je l'entends. Mais dans tous les cas, on voit qu'on rompt l'isolement et qu'il commence à y avoir des relais qui s'instaurent. Exemple, il y a un dispositif d'anticipation du décrochage extrêmement intéressant d'ailleurs je vais vous écrire bientôt, sur Mongy, sur le lycée qui est situé à Marc-en-Barœul, et j'ai demandé aux équipes de Savary d'aller voir ce qui se passait à Mongy pour qu'à un moment donné, ils puissent s'en inspirer. Et là où il faut, à mon sens, faire attention, et c'était toute notre crainte, c'est qu'on avait bien indiqué aux équipes que chacun allait garder son identité, parce que vous savez quand même que tout le monde est très attaché à son outil de travail, et quand on change le nom d'un établissement, il faut faire très attention, parce qu'on voit qu'on touche à quelque chose d'intrinsèquement lié à la personnalité, et sauf que là, il s'agit vraiment d'accompagner le pas de côté et d'accompagner les collègues à sortir de leurs préoccupations de salles de classe, qui sont en effet, heureusement, elles sont là, mais de se dire que tu sers toujours la salle de classe, mais tu la sers à un autre niveau, et tu la sers du coup de manière encore plus efficace, parce que tu la sers à l'échelle de l'établissement, et tu la sers à l'échelle de la salle de classe. Et ce qui permettait, pour conclure, en effet, de pouvoir constituer des collectifs apprenants qui étaient de plus en plus autonomes sur la démarche et sur la commande qui leur était faite, et de pouvoir, à l'échelle d'un établissement, se poser la question de l'intérêt de l'échelle. C'est-à-dire que sur une dynamique de portée, à quelle échelle on va la réfléchir? Est-ce que c'est à l'échelle de l'établissement? Est-ce que c'est à l'échelle du réseau, du REP+? Est-ce que c'est à l'échelle du PIAL? Ou est-ce que c'est tout de suite à l'échelle de la cité éducative? Et je vois la même préoccupation. Est-ce qu'on aborde dans mes 2 lycées, est-ce qu'on va s'emparer seul de cette question ou est-ce qu'on va tout de suite la poser en inter-établissement puisqu'on travaille au réseau? L'exemple concret, c'était par exemple, je suis partie à partir du moment où il y avait les groupes de besoins qui allaient se mettre en place en 6e et de fait de se dire mais pourquoi on va poser cette question à l'échelle du collège Nina Simone, alors qu'en fait, tous les autres vont aussi se poser la question. Et donc, c'est vrai que ça rompt l'isolement et ça permet de prendre corps à parfois une coquille vide qui s'appelle coordinateur de discipline. On sait que tout le monde ne le fait pas comme il serait souhaité, mais que là, en tout cas, il y avait une vraie représentation et un vrai travail d'équipe qui s'était amorcé. Donc c'est extrêmement galvanisant. Bien entendu, tout ça sous un grand chapeau qui permettait aux uns et aux autres de se protéger sur les valeurs que nous servions, puisque ça, c'est un prérequis imparable. Et qu'à partir du moment où les valeurs, le projet est expliqué, et en effet, l'autonomie est donnée aux équipes de s'investir à l'échelle du pilotage sans leur faire peur sur les indicateurs, parce qu'on est toujours là pour les accompagner sur tout ça, et bien finalement, ça fonctionne. Et c'est très galvanisant, et on voit que ça a un impact sur le territoire. Ouais. Merci beaucoup. Alors, votre conclusion, c'était de développer les champs des possibles. Alors, on va voir un autre champ des possibles avec Caroline Dezombre, qui est chercheuse à l'INSPE, dans un laboratoire aussi régional, et qui a beaucoup œuvré pour le service recherche aussi. Donc, merci Caroline pour ta présentation. Très bien. Du coup, moi, l'école dont je rêve, c'est une école de la République qui est ouverte à tous les élèves et que tous les élèves puissent être scolarisés. Du coup, je vais vous présenter le PIA 3, enfin en tout cas la conception d'un dispositif de formation. Et comme
Ça a été dit tout à l'heure, c'est Nathalie Yayaten qui est venue nous chercher pour le mettre en œuvre sur le bassin de Lille. Donc en fait, on est un certain nombre de personnes engagées sur la question de l'éducation inclusive et on a eu l'opportunité de participer au projet PIA 300% IDT, qui sont des gros projets subventionnés par la Caisse des dépôts. La question de l'éducation inclusive, elle évolue de manière très forte. Le cadre législatif va vite. Et du point de vue de l'école, c'est un peu difficile de suivre, c'est-à-dire que y a des lois qui sont promulguées et puis on dit après aux enseignants merci de le mettre en œuvre et pour lequel c'est assez compliqué. Et notamment, il y a tout un processus de désinstitutionnalisation, c'est une très bonne chose. Les élèves qui sont plutôt dans le médico-social sont scolarisés pour partie dans les classes ordinaires et il faut accompagner l'ensemble des acteurs. Donc en fait, on a conçu et on a mis en place des formations interprofessionnelles. Donc voilà, vous avez le détail en soi, c'est pas tellement important. Alors ça n'a pas toujours été évident parce qu'on décloisonne un peu. C'est 2 ministères, c'est 2 cultures différentes, c'est 2 systèmes de rémunération différents du point de vue des frais de mission. Ça peut paraître tout bête, mais il est clair que quand vous expliquez aux enseignants que vous ne pouvez pas rémunérer, vous ne pouvez pas prendre en charge leur repas, alors que de l'autre côté on peut le faire, ça rend saillant quand même un certain nombre d'éléments et ça renvoie à des choses pas toujours très positives pour les enseignants. Alors je ne vais pas décrire tous ces différents éléments, mais l'idée c'est que proposer des formations partagées à des acteurs différents, avec des formations différentes, des objectifs différents, dans le but unique de scolariser les élèves, c'est un élément qui me semble primordial de ce point de vue-là. Il faut savoir les faire collaborer, c'est pas toujours évident. Nous avons conçu un dispositif qui a été basé sur la recherche, c'est-à-dire que on l'a conçu, on a fait une analyse de la littérature sur comment on devait faire la formation. On a évalué cette formation, l'efficacité du point de vue des enseignants et des personnels médico-éducatifs. Et puis maintenant, on va l'évaluer du point de vue des élèves parce que vous comprendrez bien que l'objectif, c'est que ça bouge du point de vue des élèves. Ça répond aux besoins du territoire parce que, comme Sophie Jomain-Moroval l'a dit tout à l'heure, on est une région qui est il y a beaucoup d'élèves en situation de handicap et beaucoup de structures médico-sociales et pour lesquelles cette bascule doit être accompagnée. Alors notre petit truc à nous, c'est notre petit truc en plus. J'ai envie de vous dire, c'était un peu facile, mais j'ai quand même eu envie de le faire. L'idée en fait, c'est aussi de collaborer d'un point de vue multidisciplinaire. On est des chercheurs de disciplines différentes et donc nous aussi, on a dû collaborer ensemble. On a dû aussi accepter le point de vue de l'autre et des pratiques de recherche différentes. C'est terminé. Et du coup, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va écouter une dernière présentation qui va stimuler encore notre créativité autour de la musique. Donc, on va accueillir notre collègue du Centre de formation de musiciens intervenants, puisque là aussi, il s'agit de stimuler l'apprentissage, l'envie, la confiance dans le système scolaire à travers des regards un peu différents. Alors, je vais enchaîner un petit peu avec ce qui a été dit auparavant par les différents interlocuteurs. Et je vais donc présenter l'Institut universitaire, donc on fait partie de l'Université de Lille, l'Institut universitaire de formation des musiciens intervenants, et la question de la co-construction des projets, notamment en classe, est en fait l'ADN du CFMI. Nos missions, c'est quoi? C'est former des musiciens, des musiciennes à intervenir à l'école ou dans d'autres lieux. Et donc, comme ils interviennent à l'école ou dans d'autres lieux et qu'ils font la plupart du temps partie de la fonction publique territoriale ou d'associations sur des territoires, d'associations musicales ou interdisciplinaires, danse, musique, théâtre, nous les formons dès le DU, le DUMI, diplôme universitaire de musiciens intervenants, à intervenir en co-construisant les projets avec les enseignants. Ça fait partie de l'ADN de notre formation. Notre CFMI également a mis en place des actions de formation continue où on mêle des enseignants des écoles, des conservatoires, des artistes et nos musiciens intervenants, ainsi que les enseignants des conservatoires, professeurs de clarinette, de piano, etc.
Et bien sûr, on contribue par la pratique à la réflexion, à la recherche sur l'éducation artistique et culturelle. Nous avons un laboratoire qu'on appelle ALEX, Atelier de lutherie expérimental, dans lequel on développe des instruments évolutifs qui sont spécifiques aux enfants de la petite enfance de 3 à 5 ans jusqu'à 11-12 ans et même jusqu'au collège. Alors, notre initiative peut être inspirante. Je pense qu'il manque une petite diapositive, non ? C'était directement... voilà. Notre initiative, elle s'appelle Cœur Ressources Interprofessionnelles, donc il manque son nom quand même. C'est un dispositif qui a tourné pendant presque 10 ans avec le financement, l'aide de la Direction régionale des affaires culturelles. C'est un chœur dans lequel on a fait chanter des professeurs des écoles, des professeurs du second degré, des professeurs de conservatoire, également des artistes inclus dans des CLEA, dans des contrats locaux d'éducation artistique ou d'autres, et même des artistes en résidence sur les territoires. Et le but, bien entendu, c'était de tisser des liens au sein des établissements scolaires, mais surtout avec des interlocuteurs extérieurs pour que les enseignants sachent où se trouve la ressource en matière d'éducation artistique et culturelle et spécifiquement en musique. Donc, on les forme tous ensemble et c'était formidable et c'était très inspirant. Et on contribuait évidemment à la transformation du métier de professeur puisque ça leur permet à eux de mieux connaître les interlocuteurs qui sont des personnes ressources sur le territoire, qui dans les conservatoires, mais aussi nos restitutions ont eu lieu dans des salles de spectacle, dans des lieux de diffusion. On a fait sortir cette initiative de Lille, on a travaillé à Arras, on a travaillé à Soissons pendant 2 ans, on a travaillé à Hénin-Beaumont l'année dernière, et je peux vous dire qu'on a dû remonter les manches pour y aller. Voilà, et donc l'idée évidemment c'est de cultiver l'ambition des élèves, mais nous, je vais reprendre aussi la parole de Célène Hébert qui a ouvert le discours en disant pour que les enseignants fassent bien leur travail, il faut déjà qu'ils prennent plaisir à enseigner. Et je pense très personnellement que prendre plaisir à enseigner, ça passe aussi par les arts et de manière interdisciplinaire et même, je dirais, transdisciplinaire, parce que apprendre le français ou apprendre les mathématiques, ça passe aussi par chanter, apprendre des textes par cœur, les connaître et les interpréter. Voilà, alors, nous, l'école dont nous rêvons, c'est une école où on chante tous les jours, voilà, où avec leur voix, mais aussi avec leur instrument, leur corps, voilà, où les intervenants et les artistes croisent, et aussi en la partageant éventuellement avec des personnes de tous âges. Voilà pour cette initiative du Cœur Ressources Interprofessionnelles, et si Madame Courdan peut nous passer 1 minute de ce chœur de l'année dernière, ça démarre à 5 minutes. Si vous arrivez à rouvrir la vidéo, ça sera formidable. Elle doit être sur le bureau tout en haut. Et vous pouvez démarrer la vidéo à 5 minutes et on s'arrêtera à 6. La thématique autour des Indiens sont à l'ouest. Les Indiens et les cow-boys. Je ne sais pas si on a du son, un peu plus de son.